Bienvenue dans une divagation, c'est-à-dire un cheminement de pensée. Le sujet qui nous intéresse ici, c'est le langage. Nous avons cette capacité de communiquer grâce à des organes qui ont évolué dans le temps, comme le pharynx, le larynx, la langue, les cordes vocales, etc. Nous avons aussi été capables de créer des signes et des expressions avec les mains, par exemple, ce que l'on appelle la langue des signes. Nous parlons, c'est-à-dire que nous allons communiquer des éléments à d'autres individus. On communique sur des faits et sur des idées, mais il y a une grande diversité de sens et de signes, si bien que nous ne nous comprenons pas forcément. Ainsi, les signes peuvent ne rien vouloir dire. Pourtant, on sait qu'il y a un sens à ces signes. Lorsque nous comprenons les signes, cela semble intuitif, comme lorsque nous parlons notre langue maternelle. Et y a-t-il quelque chose d'intuitif dans le langage ? Dans une première partie, nous tenterons de savoir si l'homme parle naturellement. Si des éléments du langage sont naturels, cela signifie que l'humain emploie une faculté organique et nécessaire à sa vie pratique. Premier sous-moment, l'organe et l'instinct. Je vais commencer avec un extrait de l'essai sur l'origine des langues de Rousseau. Il paraît encore, par les mêmes observations, que l'invention de l'art de communiquer nos idées dépend moins des organes qui nous servent à cette communication que d'une faculté propre à l'homme qui lui fait employer ses organes à cet usage, et qui, si cela lui manquait, lui en ferait employer d'autres à la même fin. Donnez à l'homme une organisation tout aussi grossière qu'il vous plaira. Sans doute il acquérera moins d'idées. Mais pourvu seulement qu'il y ait entre lui et ses semblables quelques moyens de communication par lesquels l'un puisse agir et l'autre sentir, ils parviendront à se communiquer enfin tout autant d'idées qu'ils en auront. Les animaux ont pour cette communication une organisation plus que suffisante, et jamais aucun d'eux n'en a fait cet usage. Voilà, ce me semble, une différence bien caractéristique. Ceux d'entre eux qui travaillent et vivent en commun, les castors, les fourmis, les abeilles, ont quelques langues naturelles pour s'entrecommuniquer. Je n'en fais aucun doute. Il y a même lieu de croire que la langue des castors et celle des fourmis sont dans le geste et parlent seulement aux yeux. Quoi qu'il en soit, par cela même que les unes et les autres de ces langues sont naturelles, elles ne sont pas acquises. Les animaux qui les parlent les ont en naissant. Ils les ont tous et partout la même. Ils n'en changent point. Ils n'y font pas le moindre progrès. La langue de convention n'appartient qu'à l'homme. Voilà pourquoi l'homme fait des progrès, soit en bien, soit en mal, et pourquoi les animaux n'en font point. Cette seule distinction paraît mener loin. On l'explique, dit-on, par la différence des organes. Je serais curieux de voir cette explication. Ainsi, pour Rousseau, la fonction première du langage serait la communication des idées. La communication ferait partie d'un savoir-faire, c'est-à-dire de la connaissance du fonctionnement d'outils que nous posséderions. La faculté de parler dépendrait à la fois de nos organes et de divers moyens. Nous devons créer des signes pour faire comprendre des choses grâce à notre langue, notre larynx ou nos cordes vocales. C'est un ensemble complexe qui est lié à une grande diversité d'idées que nous pouvons avoir. Pour qu'il y ait communication, il faut un émetteur, quelqu'un qui produit des signes, et un récepteur, quelqu'un qui va comprendre les signes. Rousseau observe que les hommes utilisent le langage pour communiquer des idées. La bête peut communiquer. Ce serait une capacité commune aux vivants, sauf que la bête ne communique pas d'idées. Ainsi, les idées seraient acquises ou construites, donc plus ou moins conventionnelles. C'est ce qui permet le progrès humain et son intelligence. L'auteur use d'ironie. Ce n'est pas la différence des organes entre l'humain et la bête qui joue sur la communication des idées, mais pourtant, le langage fait partie de la différence entre les hommes et les bêtes, mais pas seulement, aussi entre les hommes eux-mêmes. Je vais vous lire un deuxième extrait de Rousseau, issu de ce même essai sur l'origine des langues. La parole distingue l'homme entre les animaux, le langage distingue des nations entre elles. On ne connaît d'où est un homme qu'après qu'il a parlé. L'usage et le besoin font apprendre à chacun la langue de son pays. Mais qu'est-ce qui fait que cette langue est celle de son pays et non pas d'un autre ? Il faut bien remonter, pour le dire, à quelque autre raison qui tienne au local et qui soit antérieure aux mœurs mêmes. La parole étant la première institution sociale ne doit sa forme qu'à des causes naturelles. Sitôt qu'un homme fut reconnu par un autre pour un être sentant, pensant et semblable à lui, le désir ou le besoin de lui communiquer ses sentiments et ses pensées lui en fit chercher les moyens. Ces moyens ne peuvent se tirer que des sens.
les seuls instruments par lesquels un homme puisse agir sur un autre. Voilà donc l'institution des signes sensibles pour exprimer la pensée. Les inventeurs du langage ne firent pas ce raisonnement, mais l'instinct leur suggéra la conséquence. Ainsi, les langues distingueraient les nations. Quand un homme parle, on sait d'où il vient. Et il en va de même pour les origines sociales. La question que l'on peut se poser, c'est celle de l'origine de ces différences. Pour l'auteur, ce seraient des caractéristiques locales et géographiques, liées aux formes et aux besoins naturels. Ce n'est pas issu des mœurs, mais c'est bel et bien quelque chose de conventionnel, de construit entre les humains. Nous serions des êtres sociaux par nature, c'est-à-dire que quand un homme voit un autre homme, il cherche à communiquer ses sentiments ou ses impressions. Ces sentiments proviennent des sens, de notre perception. Il s'agit de l'instrument de survie des humains. En cela, c'est instinctif. C'est-à-dire que ce n'est pas réfléchi. Même pas par ceux qui communiquent. Nous en venons alors à interroger l'origine de la langue elle-même. Il y a un débat qui se joue depuis l'Antiquité sur l'aspect d'un langage tant naturel que conventionnel. Ainsi, si le langage est naturel, les choses elles-mêmes provoqueraient leur nom. Si le langage est conventionnel, tout mot serait arbitraire et décidé par des groupes d'individus. Nous en arrivons à notre deuxième sous-moment, le langage entre naturel et conventionnel. Ici, je vais m'appuyer sur un extrait du Cratyle de Platon. Il s'agit d'un dialogue ici entre Socrate et Hermogène. C'est Socrate qui commence. Qui donc reconnaîtra si c'est la forme convenable de navette qui a été imposée à du bois, quel qu'il soit? Sera-ce le fabricant, le menuisier, ou l'utilisateur, le tisserand? Il me semble que ce sera l'utilisateur, Socrate. Bon, et qui utilisera l'ouvrage du fabricant de lyres? Ne sera-ce pas celui qui saura le mieux présider à son exécution et qui pourra juger si l'ouvrage terminé est bien fait ou non? Sans doute. Et qui est-ce? Le joueur de lyre. Et qui jugera de l'ouvrage du constructeur de navire? Le pilote. Et pour l'ouvrage du législateur? Qui pourra le mieux présider à son exécution et juger l'ouvrage terminé, ici comme en pays barbare? Ne sera-ce pas l'utilisateur? Si. Eh bien, n'est-ce pas celui qui sait interroger? Bien sûr que si. En même temps que répondre, oui. Et celui qui sait interroger et répondre, l'appelles-tu autrement que dialecticien? Non, c'est bien ainsi que je l'appelle. Concluons. Le travail du menuisier est de fabriquer le gouvernail sous la surveillance du pilote, pour peu qu'on veuille d'un bon gouvernail. Apparemment. Et celui du législateur, c'est apparemment de créer un nom sous la surveillance du dialecticien, pour peu qu'on veuille une bonne dénomination. C'est cela. Mais alors, Hermogène, l'imposition du nom risque bien de n'être pas une mince affaire, comme tu le crois, et ces auteurs ne sont pas des premiers venus sans importance. Et Cratyle dit vrai. Il y a par nature des noms pour les choses et tout le monde ne peut pas être fabricant de noms. C'est seulement celui qui, le regard tourné vers le nom existant par nature pour chaque chose, peut transposer sa forme en lettres et en syllabes. Avant de reprendre, petite précision sur le terme de législateur. Selon les traductions que l'on utilise du texte, ce terme de législateur sera traduit par le terme de nomothète. Ici, j'emploie une traduction qui utilise le terme de législateur. Cet extrait est un dialogue de Platon où Socrate arbitre sans prendre parti, dissimulant alors la position de l'auteur. Il use de beaucoup d'ironie et de jeux de mots. Le texte présente la thèse de Cratyle, pour qui le langage est naturel. Il se confronte à la thèse de Hermogène, pour qui le langage est conventionnel. Pour Cratyle, les noms proviendraient de la nature des objets. Si l'arbre s'appelle ainsi, c'est parce que c'est ce qu'il nous inspire. Chaque son arrête ou continue quelque chose qui importe dans sa signification. Par exemple, le verbe couler en grec c'est rein. Le R vibre en bouche, il montre le mouvement, et le I garde le son, qui est quelque chose de continu. Pour Hermogène, les noms sont convenus entre les humains. Si les mots n'étaient pas construits, ça ne serait que des marques ou des bruits. Ceux qui décident des mots seraient les législateurs et les enseignants, ceux qui ont pour mission de faire et de transmettre des normes. L'extrait tente de répondre à la question « Qui sait si la forme du mot convient à la chose désignée? Est-ce celui qui crée les mots ou celui qui utilise les mots ?» Platon utilise l'analogie du bois et du menuisier. Est-ce le bois ou le menuisier qui détermine un objet? Pour les mots, celui qui les fait, c'est le législateur.
ou nomotète, celui qui fait les normes. Ce n'est pas le dirigeant. En France, actuellement, ce qui détermine les mots, c'est l'Académie française. Celui qui utilise les mots, c'est le dialecticien. Platon va en venir à considérer l'idée que la langue est un mélange de nature et de convention. L'usage que l'on fait du langage est dirigé avant tout vers la communication d'information. Mais comment comprenons-nous ces signes d'information ? Attention, le signe n'est pas un signal. Ce dernier est un indicateur temporel, comme une alarme, qui fait que nous nous organisons pour fuir un incendie. Grand 2. Former des mots pour former des connaissances. Il y a un enjeu de transmission des signes adéquats pour que les individus puissent construire leurs connaissances ou interpréter le monde. Premier sous-moment, apprendre avec les mots. Dans ce sous-moment, je vais m'appuyer sur un extrait de Saint Augustin, issu du De Magistro. En vain, on me fait un signe. Il ne peut rien m'apprendre si j'ignore ce qu'il rappelle. Et si je le sais, que m'apprend-il ? Quand je lis, et leurs se rabâles ne furent point altérés. Le mot ne me fait point voir l'objet dont il est question. Si ce nom désigne quelque ornement de tête, est-ce que j'apprends, quand on le prononce, ce que l'on entend par tête ou par ornement ? Je le savais auparavant, et cette connaissance m'était venue, non en les entendant nommés par d'autres, mais en les voyant moi-même. La première fois que mes oreilles furent frappées du bruit de ce 10 syllabes « tête », j'étais aussi étranger à sa signification qu'en entendant ou en lisant la première fois le terme sarabale. Mais à force d'entendre répéter le mot « tête », je m'aperçus qu'il était le nom de ce que je connaissais parfaitement pour l'avoir vu. Ce n'était pour moi qu'un son avant cette remarque. Je sus qu'il était un signe quand j'eus appris ce qu'il signifiait et ce que j'avais vu par moi-même, comme je l'ai dit. Ainsi, le signe s'apprend plutôt après la chose qu'il ne l'apprend lui-même. Afin de le comprendre plus clairement, suppose que pour la première fois nous entendons le mot « tête ». Nous ignorons si cette parole n'est qu'un son ou si de plus elle est un signe. Nous cherchons à connaître alors, non pas qu'il t'en souvienne la tête elle-même, mais le signe entendu, car nous ignorons ce signe tant que nous ne connaissons pas ce à quoi il se rapporte. Eh bien, si pour répondre à nos désirs on nous indique du doigt la tête elle-même, nous apprenons en la voyant la valeur du signe que nous avions entendu sans le comprendre. Dans ce signe, il y a deux choses, le son et la signification. Ma perception du son ne nous vient pas du signe, mais du son même qui frappe l'oreille. Quant à la signification, nous la connaissons en voyant son objet. En effet, cette indication de mon doigt ne peut désigner d'autre objet que celui vers lequel elle se dirige. Or, elle se dirige vers la tête elle-même et non vers le signe qui la rappelle. Comment donc cette indication pourrait-elle me faire connaître soit la tête, puisque je la connaissais, soit son signe, puisque ce n'est pas vers lui que je dirige mon doigt. Et encore, je m'inquiète assez peu de cette indication, car elle me semble rappeler plutôt que l'on montre qu'elle nous montre l'objet lui-même. Ainsi, en est-il de l'adverbe « voilà ». Une langue est un système particulier de signes permettant la communication. Seule, elle n'apprend rien aux individus, si je ne sais pas ce que veulent dire les mots. Les mots sont le signifiant. Le signifié sont les objets auxquels renvoient les mots. Augustin pense donc que, pour comprendre une langue, il faut que les choses soient connues ou présentes lorsque l'on parle. Mais l'auteur remarque que si c'est le cas, la langue n'apprend rien. Il y a l'exemple des sarabales, un vêtement perse qui couvre les jambes et les cuisses. Si nous ne connaissons pas l'objet, le mot ne renvoie à rien et ne nous apprend rien. Si je dis que c'est un ornement de tête, il faut que j'aie accès à l'expérience sensible de l'objet. C'est cette expérience qui fait connaître. La première fois que j'entends le mot tête, cela me fait le même effet que lorsque j'entends le mot sarabale pour la première fois. Ce qui me fait apprendre et comprendre, c'est la répétition et la réitération des expériences. Ce n'est donc pas le mot lui-même. Le mot est le signe conventionnel à apprendre avant la connaissance du signifié. Le signe conventionnel n'apprend rien sans expérience du signifié. Il y a donc une expérience de pensée faite par Augustin. Quand on entend un mot pour la première fois, on ignore si c'est un son ou un signe. Cela ne signifie donc rien pour nous. Le signe est ignoré tant qu'on ignore son signifié. L'apprentissage, c'est la création d'un lien entre quelque chose de connu, une expérience sensible par exemple, et quelque chose d'inconnu, par exemple un stylo. Quand je le vois, je pressens ce qu'il est et je complète l'information avec le nom qui m'était peut-être inconnu.
C'est parce que l'apprentissage repose surtout sur le concret que le concept philosophique peut être compliqué à entreprendre. C'est de l'abstrait. Dans un signe, il y a deux choses. Le signifiant, qui ne vient pas du mot mais de nos sens et de nos organes, et le signifié, c'est-à-dire la signification ou l'objet désigné par le signifiant. Signifiant, le mot stylo, signifié, l'objet stylo. Pour Augustin, il apparaît quand on indique quelque chose en montrant du doigt. C'est contextuel, et c'est toute l'idée de l'adverbe « voilà », dont on se sert pour montrer. Voilà un stylo. Ainsi, notre langage n'est pas connaissance, mais implique des connaissances, comme une conséquence, par exemple. Pourquoi peut-on dire qu'avec le langage, ce que l'on montre sont des connaissances? C'est ce que nous allons voir dans notre deuxième sous-moment, apprendre, coopérer, partager des idées. Je vais commencer avec un extrait de La pensée et le mouvement de Bergson. Or, quelle est la fonction primitive du langage? C'est d'établir une communication en vue d'une coopération. Le langage transmet des ordres ou des avertissements. Il prescrit ou il décrit. Dans le premier cas, c'est l'appel à l'action immédiate. Dans le second, c'est le signalement de la chose ou de quelqu'une de ses propriétés en vue de l'action future. Mais dans un cas comme dans l'autre, la fonction est industrielle, commerciale, militaire, toujours sociale. Les choses que le langage décrit ont été découpées dans le réel par la perception humaine en vue du travail humain. Les propriétés qu'il signale sont les appels de la chose à une activité humaine. Le mot sera donc le même, comme nous le disions, quand la démarche suggérée sera la même. Et notre esprit attribuera à des choses diverses la même propriété, se les représentera de la même manière, les groupera enfin sous la même idée. Partout où la suggestion de même partie à trier, de la même action à faire, suscitera le même mot. Telles sont les origines du mot et de l'idée. L'un et l'autre ont sans doute évolué. Ils ne sont plus aussi grossièrement utilitaires. Ils restent utilitaires cependant. Ainsi, la première fonction du langage, c'est la communication pour coopérer. On communique dans deux cadres, pour prescrire, donc donner des ordres, et pour décrire, donc pour avertir. La prescription est immédiate. La description sert pour anticiper le monde environnant. Quoi qu'il en soit, la fonction est toujours sociale. C'est une activité humaine qui sert dans un groupe. Le mot a une fonction utilitaire. Il évolue dans le temps et sa compréhension dépend de son utilisation. Pour Bergson, partout où l'activité est la même, le mot sera le même. Du moins, l'idée de ce mot sera la même. En français, l'idée d'écrire est la même que l'idée anglaise to write. Ainsi, il n'y aurait pas de langage sans pensée, et sans pensée à partager. On peut se demander ce qui est premier. Est-ce le mot ou la pensée? Est-ce que le mot permet la pensée ou est-ce que c'est la pensée qui permet le mot? C'est ce que nous allons voir dans notre troisième sous-moment, pas de pensée sans mot. Et ici, je vais me référer au paragraphe 462 de l'encyclopédie de Hegel. Nous n'avons conscience de nos pensées, nous n'avons des pensées déterminées et réelles que lorsque nous leur donnons la forme objective, que nous les différencions de notre intériorité et que, par suite, nous les marquons de la forme externe, mais d'une forme qui contient aussi le caractère de l'activité interne la plus haute. C'est le son articulé, le mot, qui seul nous offre une existence où l'externe et l'interne sont si intimement unis. Par conséquent, vouloir penser sans les mots, c'est une tentative insensée. Mesmer en fit l'essai, et, de son propre aveu, il en faillit perdre la raison. Et il est également absurde de considérer comme un désavantage et comme un défaut de la pensée cette nécessité qui lie celle-ci aux mots. On croit ordinairement, il est vrai, que ce qu'il y a de plus haut, c'est l'ineffable. Mais c'est là une opinion superficielle et sans fondement. Car en réalité, l'ineffable, c'est la pensée obscure, la pensée à l'état de fermentation, et qui ne devient claire que lorsqu'elle trouve le mot. Ainsi, le mot donne à la pensée son existence la plus haute et la plus vraie. Sans doute, on peut se perdre dans un flux de mots sans saisir la chose, mais la faute en est à la pensée imparfaite, indéterminée et vide. Elle n'en est pas au mot. Si la vraie pensée est la chose même, le mot l'est aussi lorsqu'il est employé par la vraie pensée. Par conséquent, l'intelligence, en se remplissant de mots, se remplit aussi de la nature des choses. Ainsi, pour le philosophe, nous aurions conscience de nos pensées qui deviendraient déterminées et réelles que quand elles sont objectivées.
c'est-à-dire quand elles ont une forme externe à l'individu et qui indiquent une activité interne. Quand je parle de philosophie par exemple, je donne une forme objective par des signes à ce que je veux vous exprimer ou conceptualiser. Le mot va ainsi donner une existence à la pensée. Ici par exemple, en parlant du langage, je vous indique ce que je pense à propos du langage, en utilisant des mots, et en utilisant d'ailleurs le langage. Nous ne pourrions donc pas penser sans les mots. Hegel va évoquer Mesmer, qui aurait essayé de penser sans mots. Franz Anton Mesmer, né en 1734 et mort en 1815, était médecin et fondateur du magnétisme animal qui permet de penser la transmission de pensée, le contact avec les esprits, le fluide magnétique, etc. Hegel va également commenter l'idée que communément nous aurions tendance à valoriser l'ineffable, c'est-à-dire des éléments qui ne peuvent pas être exprimés avec les mots, comme l'amour. Mais pour lui, c'est obscur. Les pensées sans mots ne seraient pas claires. Ce serait superficiel et sans fondement. Le mot fait exister la pensée. Lorsque l'on se mélange ou que l'on se perd, cela signifie que la pensée est imparfaite ou mal formulée. L'intelligence, qui se comble de mots, connaît encore mieux la nature des choses. Cela sert à mieux s'exprimer. Mais les choses vont influencer sur la langue. C'est contingent. Cela influe sur notre manière de comprendre la réalité, donc notre société et notre politique. Il y a de multiples utilisations du langage. Mais en quoi le langage peut être le propre de l'homme et le propre de nos pensées? C'est ce que nous allons voir dans cette troisième partie. Passion, concept et politique du langage. Les hommes et les femmes ressentent des choses, ils ont des passions. Ils peuvent les communiquer, mais les animaux aussi ont des passions et ils ont aussi des systèmes de communication. Nous allons voir dans ce premier sous-moment que le langage n'exprime pas que la passion. Je vais utiliser ici un extrait de la lettre marquis de Newcastle du 23 novembre 1646 de Descartes. Enfin, il n'y a aucune de nos actions extérieures qui puisse assurer ceux qui les examinent que notre corps n'est pas seulement une machine qui se remue de soi-même, mais qu'il y a aussi en lui une âme qui a des pensées, excepté les paroles ou autres signes faits à propos de ce qui se présente sans se rapporter à aucune passion. Je dis les paroles ou autres signes parce que les muets se servent de signes en même façon que nous de la voix, et que ces signes soient à propos pour exclure le parler des perroquets, sans exclure celui des fous, qui ne laisse pas d'être à propos des sujets qui se présentent, bien qu'ils ne suivent pas la raison. Et j'ajoute que ces paroles ou signes ne se doivent rapporter à aucune passion pour exclure non seulement les cris de joie ou de tristesse et semblables, mais aussi tout ce qui peut être enseigné par artifice aux animaux. Car si on apprend à une pie à dire bonjour à sa maîtresse lorsqu'elle la voit arriver, ce ne peut être qu'en faisant que la prolation devienne le mouvement de quelqu'une de ses passions. À savoir, ce sera un mouvement de l'espérance qu'elle a de manger, si l'on a toujours accoutumé de lui donner quelques friandises lorsqu'elle l'a dit. Et ainsi, toutes les choses qu'on fait faire aux chiens, chevaux et aux singes ne sont que des mouvements de leurs craintes, de leurs espérances ou de leur joie, en sorte qu'ils les peuvent faire sans penser. Or, il est, ce me semble, fort remarquable que la parole, étant ainsi définie, ne convient qu'à l'homme seul. Car bien que Montaigne et Charron aient dit qu'il y a plus de différence d'homme à homme que d'homme à bête, il ne s'est toutefois jamais trouvé aucune bête si parfaite qu'elle ait usé de quelques signes pour faire entendre à d'autres animaux quelque chose qui n'eût point de rapport à ses passions. Et il n'y a point d'homme si imparfait qu'il n'en use. En sorte que ceux qui sont sourds et muets inventent des signes particuliers par lesquels ils expriment leurs pensées. Ce qui me semble un très fort argument pour prouver que ce qui fait que les organes leur manquent, et on ne peut pas dire qu'elles parlent entre elles, mais que nous ne les entendons pas, car comme les chiens et quelques autres animaux nous expriment leur passion, ils nous exprimeraient aussi bien leurs pensées s'ils en avaient. Pour Descartes, l'homme est une machine complexe créée par Dieu. Il y a une analogie avec le sculpteur et son pantin. Néanmoins, l'homme a une âme. La preuve en est la pensée, avec les paroles ou les autres signes. Mais cette pensée n'est confirmée que s'il y a du sens. Un perroquet ne peut pas parler parce qu'il n'a pas la raison. L'animal a un langage, mais il n'exprime pas la pensée. Les animaux expriment leur passion.
Qu'on puisse leur enseigner une langue ne signifie pas qu'ils parlent. L'enseignement est une création d'habitudes qui vont venir correspondre à des passions. Descartes prend l'exemple de la pie à qui on a appris à parler pour demander à manger. L'animal va parler pour sa récompense. Il s'agit du même principe de conditionnement que le réflexe de Pavlov. Ainsi, la parole, c'est communiquer des pensées, qui ne sont pas des passions. C'est communiquer des concepts. Mais plus encore, pour l'auteur, si l'animal était doué de pensées, il aurait déjà trouvé un moyen de nous les communiquer. Même si l'homme ne parle pas, il trouve un moyen de communiquer autre chose que des passions. Ainsi, le langage nous sert pour exprimer pensées et concepts. Mais est-il vraiment capable de le faire et est-il légitime à le faire ? Dans un deuxième sous-moment, je vais penser l'imperfection de la pensée par le langage. Et ici, je vais utiliser un extrait des écrits logiques et philosophiques de Frege. Toutefois, le langage se révèle défectueux lorsqu'il s'agit de prévenir les fautes de pensée. Il ne satisfait pas à la condition ici primordiale, celle d'univocité. Les cas les plus dangereux sont ceux où les significations des mots diffèrent très peu, où les variations sont légères bien que non équivalentes. Parmi de nombreux exemples, on citera le cas typique fort commun. C'est le même mot qui sert à désigner un concept et un objet particulier tombant sous ce concept. De manière générale, aucune différence n'est marquée entre le concept et l'objet particulier. Le cheval peut désigner un individu, mais tout aussi bien l'espèce. Comme dans la proposition, le cheval est un herbivore. Et un cheval peut enfin avoir le sens d'un concept. Comme dans la proposition, ceci est un cheval. La langue n'est pas régie par des lois logiques telles que l'observance de la grammaire puisse suffire à garantir la rigueur formelle du cours de la pensée. Frege, 1848-1925, était mathématicien et logicien allemand. Il considérait le langage comme ayant de multiples défauts. Le langage ne révèle pas les fautes de la pensée. Il y a une polysémie, c'est-à-dire une multiplicité des sens que nous pouvons accorder aux signes. Cela peut être dangereux si les différences sont faibles et que les mots ne sont pas équivalents, même si cela ne se réfléchit pas tout le temps. Un mot peut désigner à la fois un concept, donc quelque chose d'abstrait, et un objet particulier, donc quelque chose de concret. Frege prend l'exemple du cheval, qui désigne autant l'individu ou l'espèce, comme lorsque nous disons le cheval est un herbivore, que le concept lorsque nous disons ceci est un cheval. L'un des autres défauts du langage est que le langage ne repose pas sur des lois logiques ou nécessaires. Un mot peut en désigner un autre ou être remplacé par d'autres formulations. On ne peut pas établir une rigueur formelle de la pensée avec cela. La polysémie permet une multiplication de sens, une multiplication de passions, une multiplication d'adhésion à des idées. Le langage devient un instrument qui a diverses utilités. C'est ce que nous allons voir dans notre troisième sous-moment, politique, identité, psychologie, expression et non-expression. Les mots ont non seulement une polysémie, mais aussi une multiplicité de signes. Les symboles sont un exemple de multiplication de sens et de signes. Le symbole permet de dissimuler des choses, cela permet le mystère, les jeux, les énigmes, ou encore l'ésotérisme, c'est-à-dire l'enseignement caché. Ce sont des signes sensibles ou matériels qui vont gagner en sens, en signification. Par exemple, le pendentif en cœur divisé en deux, dont chaque personne aura une partie pour symboliser l'amour quand les deux individus sont réunis. Les symboles permettent également d'identifier des groupes. Les hommes et les femmes s'identifient par plusieurs biais. On peut reconnaître une origine sociale, etc. S'il y a plusieurs groupes, il y a un besoin de politique. Cet aspect est donc aussi lié au langage. On peut identifier des nationalités, des origines sociales, des nobles, des sectes, etc. Mais le langage ne sert pas qu'à l'identification des individus. L'utilisation du langage peut être utile aux hommes pour se comprendre, comme en psychologie. La psychologie est une science de l'âme. Les pythagoriciens, par exemple, se servaient des mots et de la musique pour redresser leurs âmes. Les mots sont liés à des pensées, des vécus ou autres comportements. Les mots révèlent des intentions et des mots MAUX. Le langage, ce ne sont pas que des mots, ce sont aussi des silences. Ils permettent l'écoute, la résistance aux passions. Cela permet aussi la concentration, etc. Le silence est significatif selon les contextes. Il en va de même pour le langage. Les utilisations du langage prennent sens selon les contextes. Il y a diverses formes d'expression. C'est ce qui fait du langage une forme d'art. L'art sert à exprimer des choses.
Mais quoi? Comment? Et pourquoi? Merci d'avoir été à l'écoute et à bientôt.